chronique du procès du 13 novembre 2015. Et oui, c'est tous les matins, en présence du journaliste et chroniqueur judiciaire sur Radio J, Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors on a continué à entendre cette semaine, hier notamment à la Cour spéciale antiterroriste, les témoignages des familles, d'une épouse, d'un frère, d'une sœur, d'un père ou d'une mère endeuillée. Et ce matin, vous allez évoquer le cas de Stéphane Sarade, père de Hugo, assassiné au Bataclan. Un témoignage qui a frappé la Cour par sa force et sa dignité. Ah oui, Ilana, il faut bien choisir dans le cadre de cette chronique parmi les extraordinaires récits des parties civiles, des récits qui nous disent beaucoup aussi sur notre pays, sur ses forces, ses grandeurs, sa jeunesse, ses craintes et ses espoirs. Et à l'écoute de ses victimes, on continue à apprendre beaucoup sur la France et à espérer. Alors Stéphane Sarade, il a 56 ans, c'est un chercheur de réputation mondiale au Centre d'énergie atomique. Il a écrit 10 livres. Il est venu pour parler de son fils, en effet, de 23 ans, tué au Bataclan de 2 balles au niveau de l'artère fémorale. Un portrait de lui s'affiche sur les écrans de la salle d'audience. Hugo, c'est d'abord son sourire, une vie pétrie d'empathie, attentif à la misère du monde. Stéphane avait parlé de ce sentiment obscur aussi, que sa vie, la vie de son fils, serait plus courte, sans doute déjà trop affectée par la marche du monde. Mais Hugo était d'abord un étudiant en master informatique, passionné de musique, un guitariste qui avait créé un groupe avec lequel il avait écumé les festivals. Parfois, il avait besoin d'aller seul en concert. C'est ce qu'il fera dans ce funeste 13 novembre. Stéphane et son fils étaient fous du Japon, ils voyageaient ensemble. Hugo, c'était mon fils, mon confident, ma parcelle d'éternité, nous dit-il, des sanglots dans la voix et son petit accent du Sud. Hugo parlait aussi des difficultés qu'il avait vécues dans sa jeunesse. Et d'ailleurs, le jour où il serait libéré de tous ses démons, il devait se faire tatouer les 2 signes du Jiu. En japonais, c'est le mot liberté. Et justement, 2 semaines avant les massacres, Hugo s'était fait tatouer ces 2 signes sur son torse. C'est ce que raconte son père. Il y a 1 an plus tard, lui-même, ira retrouver la tatoueuse au Japon pour s'y faire les mêmes signes sur la peau. Et Stéphane qui dit, il est parti libre. T'inquiète pas, papa. On se retrouve dans 15 jours. Ce sera son dernier coup de fil. Et son dernier SMS, le soir des attentats. Ça sent la bière. Super ambiance. À tout à l'heure. Et évidemment, il n'y aura pas de tout à l'heure. L'attente atroce des nouvelles va arriver. Et c'est là que Victor, en tout cas le meilleur ami de Stéphane, le rappelle pour annoncer l'impossible. J'ai retrouvé Hugo et j'ai quelque chose de terrible à t'annoncer. Pour la première fois, je me suis senti vieux. J'ai senti quelque chose se casser en moi. J'ai hurlé de désespoir. Stéphane nous raconte la terrifiante épreuve de l'identification de la victime, de son fils. Il souriait comme un enfant malade. Le médecin dit « Vous avez de la chance, car vous allez voir Hugo. » La chance ? Oui, car bien des victimes ne sont pas montrables. Alors Stéphane voit le corps de son enfant avec les 2 trous rouges. Il pense au poème de Rimbaud, le dormeur du Val. Il a 2 trous rouges sur le côté. Et il se souvient de ce ballet macabre des cercueils. Hugo, lui, partait dans son cercueil vers Montpellier. Stéphane nous dira d'ailleurs tout son travail dans les universités contre la radicalisation face à ceux qui se revendiquent de Daesh. Et il va précisément s'adresser à Abdeslam. Et je vous propose d'écouter ce qu'il nous a raconté à la sortie de cette audience. Dans mon chemin de reconstruction, dès le départ, il est apparu le fait que, bien sûr, j'aurais pu basculer dans la haine très rapidement. Et dans les moments les plus durs où je hurlais seul dans ma voiture pour pas que ma famille le voie, j'avais toujours une petite voix qui me disait, et je pense que c'est celle de Hugo d'ailleurs maintenant, qui me disait mais attends, ça sert à rien. La haine, ça te servira à rien, tu construiras rien sur la haine. Et surtout si tu tombes dans la haine, tu vas devenir comme eux, un monstre. Et ça veut dire qu'ils auraient gagné, et ça c'est juste pas acceptable. J'ose espérer qu'il est parti vite en sachant que nous l'aimions. Son regret éternel, c'est de lui avoir offert les billets de ce putain de concert, comme il a dit Stéphane. Il faut dire en un mot, Ilana, que les audiences ont été marquées par des questions de plus en plus pressantes des familles. Pourquoi la France n'a pas pris au sérieux les menaces qui pesaient sur le Bataclan 7 ans ou 8 ans avant, après un attentat en Égypte? Nous y reviendrons bien sûr. Largement dans nos prochaines chroniques. Merci beaucoup Michel Zerbi. Bon, vous retrouvez bien lundi matin sur Radio J.